Tout s'est joué en à peine 9 minutes, un instant presque insignifiant, en apparence, mais qui a suffi à déclencher le scandale politique le plus retentissant de la Ve République depuis l'affaire Clearstream, réduisant en poussière l'héritage de Nicolas Sarkozy. Quelques instants auparavant, l'ancien président venait tout juste de conclure une défense passionnée devant la commission parlementaire, rejetant catégoriquement toute accusation de financement libyen, affichant face à Sébastien Lecornu cette assurance presque insolente propre aux survivants des tempêtes politiques, convaincu une fois de plus que son talent oratoire l'avait tiré d'affaire. Mais soudain, tout a changé. Le premier ministre s'est levé, brisant l'équilibre fragile de la salle, et a dévoilé des documents qui ont figé l'Assemblée nationale dans un silence glacial. Ce n'était plus une simple confrontation autour d'accusations anciennes, mais un moment de bascule, celui où, en quelques minutes seulement, un homme de 39 ans pulvérisait la réputation d'un ancien chef d'État. Pour saisir pleinement l'ampleur du choc qui allait ébranler le Palais Bourbon en ce mois de janvier 2026, il faut remonter près de 20 ans en arrière à l'époque où Sarkozy traçait déjà sa trajectoire vers les sommets du pouvoir. Bien avant que le scandale n'éclate, tout prend racine dans l'opulence presque irréelle des résidences de Tripoli où Mouammar Kadhafi exerçait un pouvoir absolu oscillant entre extravagance et autoritarisme à la tête d'un pays regorgeant de pétrole. Au milieu des années 2000, Paris cherchait à tout prix à tourner la page des années de tension, encore marquées par le traumatisme de l'attentat contre le vol DC-10 du UTA en 1989. Dans ce contexte, Nicolas Sarkozy, alors à l'intérieur et déjà tourné vers l'Élysée, perçoit dans un rapprochement avec le dirigeant libyen une manœuvre aux multiples avantages, redorer son image sur la scène internationale, ouvrir la voie à des contrats particulièrement lucratifs pour les entreprises françaises et surtout, en coulisses, sécuriser des ressources financières discrètes pour alimenter sa future campagne. C'est précisément dans cet environnement chargé d'ambiguïté qu'apparaît Ziad Takieddine, figure aussi influente que controversée franco-libanais évoluant dans l'univers opaque du commerce d'armes et des négociations sensibles entre pouvoirs autoritaires et élites occidentales. Depuis les années 1990, il avait su tisser des liens étroits avec Tripoli, devenant un relais incontournable dans des opérations souvent entachées de commissions dissimulées. Né à Beyrouth en 1950, il avait bâti un empire dans ce secteur où se croisent intérêts géopolitiques, enrichissement personnel et pratiques douteuses. Son réseau était tentaculaire, militaires africains, famille royale du Golfe, responsables politiques européens ou encore dirigeants du Moyen-Orient. Maîtrisant parfaitement les circuits parallèles de rémunération, il évoluait avec aisance dans ce système officieux qui alimente en coulisses le marché mondial de l'armement. Dans l'ombre des grandes signatures officielles, Takieddine excellait dans un rôle bien particulier, celui d'intermédiaire incontournable entre Paris et des régimes autoritaires avides d'armement. Chaque contrat conclu lui rapportait une part loin d'être négligeable, oscillant généralement entre 3 et 8% du montant total. Officiellement, ces sommes étaient justifiées comme de simples honoraires de conseil ou de mise en relation. Officieusement, elles servaient bien souvent à huiler les rouages politiques en France comme à l'étranger. Dès le milieu des années 1990, il avait tissé des liens solides avec le pouvoir libyen, notamment en facilitant des ventes d'équipements militaires français à Tripoli, malgré les sanctions internationales en vigueur. Cette collaboration dans le contournement des règles avait instauré une confiance durable avec les services de renseignement libyens, qui voyaient en lui un partenaire sûr et efficace. C'est dans ce cadre discret et soigneusement préparé qu'une rencontre clé se déroule en septembre 2006 dans le cadre feutré de l'hôtel Bristol. Takieddine y expose à Nicolas Sarkozy une proposition pour le moins audacieuse selon lui. Mouammar Kadhafi serait disposé à soutenir de manière particulièrement généreuse sa future campagne présidentielle. Le dirigeant libyen, convaincu de tenir là un interlocuteur privilégié, voyait en Sarkozy le seul responsable français capable de rétablir durablement les relations bilatérales et de lever définitivement les restrictions sur les ventes d'armes. Mais une telle aide, bien entendu, ne pouvait exister qu'à l'abri de toute lumière dissimulée pour des raisons diplomatiques évidentes. Une telle offre ne relevait pas simplement d'une zone grise, elle constituait une violation manifeste des règles françaises encadrant le financement des campagnes électorales. Après plusieurs scandales retentissants, la législation avait été durcie, interdisant strictement toute contribution venant d'entités étrangères, qu'il s'agisse d'États ou d'organisations, tout en limitant les dons individuels à 7 500 € par personne.
Recevoir des millions en provenance d'un régime autoritaire ne signifiait pas seulement enfreindre la loi avec à la clé de lourdes sanctions pénales, mais posait aussi une question bien plus grave, celle de l'indépendance nationale. Car accepter un tel soutien revenait de fait à exposer un futur chef d'État à l'influence directe d'un pouvoir étranger en totale contradiction avec les principes démocratiques. Et pourtant, d'après ce que Takieddine révélera bien plus tard, Nicolas Sarkozy n'aurait jamais opposé de refus à cette offre, pour le moins compromettante. Son approbation discrète mais suffisante aurait permis la mise en place d'un dispositif d'une efficacité presque troublante par sa simplicité des liquidités extraites de comptes libyens, dissimulées convoyées à la main jusqu'en France dans des valises, puis confiées à des membres de son entourage, chargés d'en assurer l'intégration silencieuse dans les finances de campagne. Dans les mois qui précèdent et accompagnent l'élection présidentielle entre la fin de l'année 2006 et le début de 2007, Takieddine multiplie les allers-retours entre Tripoli et Paris. À chaque déplacement, il transporte d'importantes sommes en espèces, profitant du statut particulier de bagage diplomatique pour échapper au contrôle. Selon ses propres déclarations ultérieures, ces transferts auraient atteint au total près de 5 millions d'euros, une manne considérable représentant environ un quart du budget officiel de campagne du candidat Sarkozy. Puis vient 2007. Nicolas Sarkozy accède à la présidence avec 53% des suffrages face à Ségolène Royal. La célébration de cette victoire organisée au Fouquet's dans une atmosphère luxueuse et assumée choque une partie de l'opinion publique. Et à peine quelques mois plus tard, en juillet, le nouveau chef de l'État déroule le tapis rouge à Mouammar Kadhafi pour une visite officielle qui ne manque pas de susciter la controverse. Le dirigeant libyen installe même sa célèbre tente bédouine dans les jardins de l'hôtel Marigny, à 2 pas de l'Élysée, offrant un spectacle qui alimente immédiatement les critiques médiatiques. Derrière cette mise en scène spectaculaire, la rencontre officialise, certes, le réchauffement des relations entre Paris et Tripoli, mais elle apparaît aussi pour certains observateurs comme le symbole d'une dette politique discrètement honorée. Les accords signés à cette occasion atteignent des montants vertigineux, commandes d'Airbus, projet nucléaire civil, contrat énergétique impliquant Total. Désormais, les deux pays s'affichent comme partenaires privilégiés. Pendant plusieurs années, le secret entourant les financements supposés reste intact, connu seulement d'un cercle restreint. Sarkozy gouverne sans être véritablement inquiété, poursuivant ses réformes, tandis qu'aucune affaire majeure ne semble en mesure de fragiliser sa légitimité au sommet de l'État. Puis survient 2011 et avec elle un basculement aussi brutal qu'inattendu. Le printemps arabe embrase la Libye, fragilisant un régime jusque-là solidement installé, tandis qu'une insurrection populaire menace directement le pouvoir de Kadhafi. Et là, retournement saisissant, la France, dirigée par Sarkozy, autrefois engagée dans un rapprochement stratégique avec Tripoli, se retrouve en première ligne de l'offensive militaire internationale. Les forces aériennes françaises interviennent, frappant les positions loyalistes, accélérant la chute du régime et menant quelques mois plus tard à la mort violente du dirigeant libyen. Ce virage radical soulève alors une interrogation dérangeante que peu osent formuler ouvertement. Cette guerre n'était-elle qu'une intervention humanitaire ou servait-elle aussi à faire taire un témoin potentiellement explosif? En d'autres termes, la disparition de Kadhafi était-elle simplement une conséquence du conflit ou une solution commode pour effacer les traces d'un financement compromettant? Dans les années qui suivent, les révélations commencent à s'accumuler lentement mais inexorablement. En 2012, après la défaite de Sarkozy face à François Hollande, Mediapart publie un document qui fait l'effet d'une bombe. Une note des services libyens datant de 2006 mentionne explicitement un accord financier destiné à soutenir sa campagne, évoquant une somme vertigineuse de 50 millions d'euros. Si ce montant semble excessif, possiblement gonflé par la propagande du régime, l'idée même d'un financement étranger prend soudain une consistance troublante. L'année suivante, acculé par plusieurs enquêtes judiciaires visant ses propres activités liées à des commissions occultes dans le commerce d'armes, Ziad Takieddine choisit de parler. Dans une stratégie clairement calculée pour alléger sa situation, il multiplie les déclarations publiques, notamment auprès de Mediapart du Monde et du juge Serge Tournaire. Il affirme alors avoir lui-même transporté plusieurs millions d'euros en liquide depuis Tripoli jusqu'à Paris, remettant directement ces fonds à des proches de Sarkozy, apportant ainsi un éclairage saisissant sur les coulisses de l'affaire. Au départ, les propos détaillés de Takieddine suscitent davantage de méfiance que de conviction auprès d'un public déjà habitué aux récits douteux de ce type d'intermédiaire. Pourtant, malgré ce scepticisme ambiant,
Ces affirmations finissent par enclencher une procédure judiciaire d'ampleur visant des accusations particulièrement graves: corruption d'un responsable public, financement électoral illégal par une puissance étrangère, détournement de fonds publics étrangers et blanchiment organisé. À la tête de cette enquête tentaculaire, le juge Serge Tourner, fort de son expérience dans les grands dossiers de corruption internationale depuis l'époque de l'affaire Elf, s'attelle à une tâche titanesque. Avec une rigueur presque obsessionnelle, il accumule les éléments, une centaine de témoins, entendus sur plusieurs années, des dizaines de milliers de documents passés au crible des investigations financières menées dans une douzaine de pays et surtout une quête acharnée, presque désespérée, pour retrouver la moindre trace concrète de ces flux d'argent liquide dans les circuits officiels. Mais à partir de 2014, l'affaire change de dimension et s'enlise dans une confrontation judiciaire d'une rare complexité. Sarkozy, épaulé par son avocat Thierry Herzog, figure incontournable du barreau et expert des affaires politico-financières, déploie une stratégie de défense redoutablement structurée. L'objectif est clair: transformer la procédure en un labyrinthe procédural sans fin. Première étape de cette offensive, attaquer frontalement la crédibilité de Takieddine, le présentant comme un personnage peu fiable, enclin à la fabulation et prêt à tout pour obtenir des avantages judiciaires. Pour appuyer cette thèse, la défense mobilise une multitude de témoignages issus de l'entourage de l'homme d'affaires, décrivant un individu habitué aux mensonges et aux manipulations. Une manière efficace de semer le doute et de fragiliser le pilier central de l'accusation. Au début, les révélations précises de Takieddine ne déclenchent pas l'adhésion. Bien au contraire, elles éveillent surtout une méfiance instinctive chez une opinion publique déjà lassée des récits douteux venus de ce type d'intermédiaire. Pourtant, malgré ce climat de suspicion, ces déclarations finissent par provoquer l'ouverture d'une enquête judiciaire de grande ampleur portant sur des faits d'une gravité exceptionnelle: corruption d'un haut responsable, financement électoral illicite provenant de l'étranger, détournement de fonds publics et opérations de blanchiment organisé. À la manœuvre, le juge Serge Tourner, magistrat aguerri au dossier de corruption internationale depuis l'époque de l'affaire Elf, s'engage dans une entreprise colossale. Avec une méthode implacable et une persévérance presque obsessionnelle, il empile les éléments audition de dizaines de témoins étalés sur plusieurs années, analyse minutieuse de milliers de documents, enquêtes financières conduites à travers de nombreuses juridictions et surtout une chasse acharnée, parfois vaine, pour retrouver la moindre trace tangible de ces flux d'argent liquide dans les circuits officiels. Mais à partir de 2014, le dossier prend une tournure nouvelle et s'enfonce dans une bataille judiciaire d'une complexité vertigineuse. Nicolas Sarkozy, épaulé par son avocat Thierry Herzog, figure majeure du barreau spécialisé dans les affaires politico-financières, met en place une défense à la fois offensive et méthodique. Le plan est limpide: transformer la procédure en un dédale juridique interminable. Première manœuvre, s'attaquer directement à la crédibilité de Takieddine, le dépeignant comme un individu instable porté sur l'exagération et prêt à manipuler la vérité pour obtenir des faveurs judiciaires. Pour étayer cette ligne de défense, ses avocats rassemblent de nombreux témoignages issus de son entourage, dressant le portrait d'un homme coutumier des mensonges et des manœuvres douteuses. Une tactique redoutablement efficace pour instiller le doute et fragiliser le socle même de l'accusation. Nicolas Sarkozy n'a jamais touché le moindre euro en provenance de Kadhafi. Toute cette histoire, je l'ai inventée sous la pression des magistrats français qui me promettaient une forme de protection judiciaire. Avec cette déclaration, Takieddine provoque un véritable électrochoc dans les sphères politiques et judiciaires. La réaction du camp Sarkozy ne se fait pas attendre. Ses avocats s'emparent immédiatement de ce revirement pour exiger l'abandon pur et simple de la procédure. Thierry Herzog monte au créneau avec assurance, affirmant que son client n'a jamais varié dans sa version et que le témoin clé vient enfin d'admettre ses mensonges. Pour lui, il n'y a plus lieu de poursuivre. Dans la foulée, une vaste campagne médiatique est lancée pour présenter cette rétractation comme la preuve irréfutable de l'innocence de l'ancien président. Mais ce qui semblait être un coup de théâtre final n'était en réalité qu'un épisode de plus. 15 mois plus tard, en juin 2021, Takieddine reprend la parole depuis Beyrouth dans un long entretien accordé à Mediapart et renverse à nouveau la situation. Il affirme cette fois avoir subi pression et incitation financière pour revenir sur ses propos initiaux avant de réaffirmer avec insistance qu'il avait bien transporté 5 millions d'euros de Tripoli à Paris
pour le compte de Sarkozy, se disant prêt à le répéter devant la justice. Ce nouveau retournement plonge l'enquête dans un désordre total. Les juges se retrouvent face à un témoin dont les déclarations successives, toutes contradictoires, rendent presque impossible toute construction d'un dossier solide. Comment convaincre une cour avec un témoignage qui oscille sans cesse entre affirmation démentie et réaffirmation? La crédibilité de l'accusation s'effrite dangereusement. Malgré leur expérience et leur ténacité, les magistrats instructeurs Serge Tournaire et Aude Buressi peinent à réunir des preuves matérielles irréfutables. L'argent liquide par nature ne laisse aucune trace exploitable dans les systèmes bancaires. Quant aux témoins directs venus de Libye, beaucoup ont disparu dans les violences de la guerre civile de 2011 ou se sont volatilisés dans le chaos qui a suivi, rendant la manifestation de la vérité encore plus incertaine. Au fil du chaos qui a accompagné la chute du régime libyen, une grande partie des archives officielles a tout simplement disparu, détruite, pillée ou éparpillée lors du saccage des institutions. Parmi les figures clés qui auraient pu faire toute la lumière sur ces opérations, le nom d'Abdallah Senoussi revient sans cesse. Proche du pouvoir beau-frère de Kadhafi et véritable chef d'orchestre des financements occultes à l'étranger, il représentait un témoin de premier ordre. Pourtant, son parcours après 2011 complique toute tentative d'élucidation arrêtée en Mauritanie. En 2012, renvoyé en Libye, jugé puis condamné à mort avant d'être relâché dans des circonstances obscures. Il échappe ensuite aux enquêteurs français. Lorsqu'ils tentent de l'interroger, il oppose un refus catégorique invoquant les dangers qui pèseraient sur ses proches restés en Libye. Autre acteur central, Bachir Saleh, supposé gardien des fonds secrets du régime, aurait pu confirmer de nombreux éléments. Mais lui aussi disparaît du radar en fuite depuis 2011 avec des centaines de millions de dollars. Il s'est installé dans un pays du Golfe peu enclin à coopérer avec la justice française. Malgré les démarches officielles, il n'a jamais été entendu. Quant aux preuves financières, elles se révèlent tout aussi insaisissables. Les archives bancaires libyennes susceptibles de confirmer les retraits massifs évoqués par Taqieddine ont été en grande partie anéantis lors des bombardements de 2011 ou rendus inaccessibles par l'effondrement du système financier du pays. Les rares documents récupérés par les enquêteurs sont fragmentaires, parfois illisibles, et systématiquement contestés par la défense qui en remet en cause l'authenticité. Après plus d'une décennie d'investigations ardues marquées par des procédures interminables et une succession de rebondissements médiatiques, la justice finit par trancher. En décembre 2025, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris prononce un non-lieu partiel, décision aussi technique que controversée, estimant que les éléments réunis ne suffisent pas à caractériser les infractions reprochées dans le dossier du financement libyen. Dans leur décision, les juges reconnaissent l'existence d'indices sérieux et concordants, laissant penser à un financement irrégulier, mais soulignent dans le même souffle que les éléments concrets font défaut pour atteindre le niveau d'exigence imposé par le droit pénal français. En clair, rien ne permet d'affirmer avec une certitude absolue que Nicolas Sarkozy aurait personnellement et sciemment perçu des fonds en provenance de la Libye. Il s'agit donc d'un succès judiciaire, certes, mais d'ordre technique davantage le résultat des failles de la procédure et du manque de preuves irréfutables que celui d'une démonstration éclatante de son innocence. Les magistrats prennent d'ailleurs soin de préciser que cette décision ne vaut en aucun cas blanchiment moral. Elle traduit simplement l'impossibilité de prouver la culpabilité au-delà du doute raisonnable. À peine la décision rendue, Sarkozy passe à l'offensive. Entouré de son avocat Thierry Herzog et de son épouse Carla Bruni, il met en scène une conférence de presse soigneusement orchestrée sur les marches du palais de justice de Paris. Sous les projecteurs et face à une nuée de journalistes, il revendique avec une émotion maîtrisée la reconnaissance de son innocence et dénonce avec vigueur ce qu'il décrit comme une persécution politico-judiciaire et médiatique sans précédent. Fidèle à son style emphatique, il proclame que la vérité a fini par triompher des mensonges et que la justice a mis fin à des années de calomnie. Pendant plus d'une décennie, affirme-t-il, il aurait été sali, attaqué, humilié par des accusations infondées, mais n'aurait jamais douté de l'issue. Désormais, selon lui, tout est clair. Il se dit lavé de tout soupçon, définitivement réhabilité, comme si 13 années de controverses venaient soudain de s'effacer. Cette proclamation d'une innocence totale largement exagérée sur le plan juridique, puisque l'abandon des poursuites ne signifie en rien une absolution, révèle avec éclat la mécanique bien rodée de la communication sarkozyste. Il ne s'agit pas simplement d'échapper à une condamnation, mais de remodeler le récit tout entier
En inversant les rôles, celui qui était soupçonné devient victime et les zones d'ombre se transforment en injustice supposée. Fort de cette décision fragile mais hautement exploitable sur le plan médiatique, Sarkozy lance dès janvier 2026 une véritable offensive pour reconquérir son image écornée par plus d'une décennie de controverses et de soupçons persistants. Il publie dans la foulée un ouvrage au titre soigneusement calibré, La vérité sur l'affaire libyenne, 13 ans de persécution politique, qui rencontre immédiatement un succès retentissant. Porté à la fois par la curiosité du public et par une machine promotionnelle parfaitement orchestrée par ses relais politiques et médiatiques. Dans le même élan, il envahit littéralement l'espace médiatique. Les grandes chaînes et les journaux de premier plan deviennent le théâtre de ses prises de parole, longues interviews sur CNews avec Jean-Pierre Elkabbach, émission spéciale sur TF1 aux côtés de Gilles Boulot, dossier fleuve dans le Figaro Magazine, discussion prolongée avec Laurent Ruquier sur France 2. À chaque apparition, le message reste inchangé, martelé avec constance, celui d'un homme injustement pris pour cible par une alliance politico-médiatique hostile. Derrière cette omniprésence soigneusement calculée se cache une ambition claire, reprendre la maîtrise du récit public à l'approche des législatives de 2027, moment crucial pour une droite en quête de retour au pouvoir. Bien qu'il se soit officiellement retiré, Sarkozy demeure une figure centrale dont l'influence continue de peser lourd sur les équilibres politiques. Mais ce déploiement médiatique, aussi maîtrisé soit-il en apparence, va peu à peu se transformer en un piège redoutable aux conséquences dévastatrices. Mais pendant que Sarkozy orchestre son retour médiatique, un élément crucial lui échappe totalement. Dans l'ombre, le gouvernement de Sébastien Lecornu détient désormais ce que la justice n'a jamais réussi à rassembler en plus d'une décennie d'enquête, des preuves tangibles, accablantes et juridiquement solides. Il ne s'agit plus de simples témoignages contestables ou de documents fragmentaires, mais d'un ensemble d'éléments explosifs, archives confidentielles, récupérés lors d'opérations secrètes en Libye, déclarations précises d'anciens dignitaires libyens discrètement mis à l'abri en France et surtout des enregistrements audio et vidéo compromettants issus directement des bases ultra sécurisées du régime de Kadhafi. Ces pièces, obtenues dans des conditions exceptionnelles, expliquent pourquoi elles étaient restées absentes des procédures judiciaires classiques jusqu'à présent. Dans un pays toujours plongé dans une instabilité profonde où plusieurs factions rivales se disputent le pouvoir, les services de renseignement français ont mené des missions particulièrement sensibles pour mettre la main sur ces archives avant qu'elles ne disparaissent ou ne tombent entre de mauvaises mains. La DGSE, opérant dans le plus grand secret, a ainsi lancé plusieurs opérations clandestines visant à sécuriser ces documents stratégiques alors que des puissances étrangères et des groupes armés tentaient eux aussi d'y accéder. L'une des missions les plus audacieuses, baptisée CIRT, s'est déroulée en mars 2023. Une équipe d'agents infiltrés à Tripoli est parvenue à s'introduire dans un ancien bunker enfoui sous le complexe de Bab al-Azizia, vestige du palais présidentiel de Kadhafi, partiellement détruit lors des événements de 2011. C'est là, au cœur de ces archives abandonnées, que se trouvaient des éléments capables de bouleverser toute l'affaire. C'est dans les profondeurs d'un bunker à plusieurs mètres sous terre, à l'abri des regards, et miraculeusement épargné par les pillages, que les agents français font une découverte stupéfiante. À l'intérieur de coffres militaires scellés depuis des années, ils mettent la main sur une masse impressionnante d'archives classifiées, documents confidentiels, enregistrements audio sur bande disque dur contenant des conversations soigneusement captées entre responsables libyens et interlocuteurs étrangers. Le régime de Kadhafi, fidèle à sa logique de contrôle total, n'avait rien laissé au hasard. Chaque échange sensible, chaque transaction discrète, chaque accord officieux avait été méthodiquement enregistré et conservé. Une véritable stratégie de compromat consistant à accumuler des preuves compromettantes sur des dirigeants étrangers afin de pouvoir les manipuler ou les faire chanter au moment opportun. Pendant des décennies, ce système a permis à Kadhafi de constituer une réserve explosive de secrets politiques impliquant des dizaines de figures dirigeantes à travers le monde. Et parmi ces dossiers, certains attirent particulièrement l'attention, ceux liés à une opération portant un nom de code énigmatique, NS Vonil LAN7, désignant le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Ces archives ne laissent que peu de place à l'interprétation. Centaines de pages, annotations manuscrites, ordres financiers, rapports internes, comptes rendus détaillés, tout y est.
Les montants, les dates, les intermédiaires, les circuits de transfert et même les destinataires sont décrits avec une précision quasi chirurgicale révélant les rouages complets du dispositif clandestin. C'est dans ce contexte explosif que le 15 janvier 2026, l'Assemblée nationale valide la création d'une commission d'enquête à la demande de Sarkozy lui-même. Convaincu de pouvoir utiliser cette plateforme pour clore définitivement le débat en sa faveur, l'ancien président accepte de s'exprimer publiquement. Ce qu'il ignore en revanche, c'est que cette initiative va se retourner contre lui, car dans l'ombre, Sébastien Lecornu prépare un coup d'éclat, révéler au grand jour l'ensemble des preuves accumulées par les services de renseignement. Avec l'aval d'Emmanuel Macron, le Premier ministre est déterminé à faire éclater la vérité, quitte à provoquer une onde de choc politique sans précédent. Le 22 janvier 2026, à exactement 15 heures, l'hémicycle de l'Assemblée nationale est plein à craquer lorsque Nicolas Sarkozy apparaît sous une pluie de flash et l'œil attentif des caméras. À 61 ans, l'ancien président n'a rien perdu de son énergie ni de son sens du combat. Costume sombre parfaitement ajusté, posture assurée, il donne encore l'image d'un homme qui a longtemps détenu le pouvoir et qui entend bien le rappeler. Dès les premières secondes, il prend la parole avec cette confiance presque théâtrale qui lui est familière. Il affirme être venu de son plein gré pour mettre un terme définitif à ce qu'il appelle « l'affaire libyenne ». Sa position est sans nuance, jamais dit-il. Il n'a reçu le moindre financement de Kadhafi ou de son régime, dénonçant des accusations qu'il qualifie de mensongères, manipulées et diffamatoires. Pendant 25 minutes, il déroule une démonstration parfaitement maîtrisée, presque un exercice de style politique. On y retrouve tous les ingrédients de son registre habituel, certitude, affirmée sans détour, indignation, soigneusement affichée critiques virulentes à l'encontre des médias et de la justice, tout en invoquant la raison et le sens de l'intérêt général. Takieddine est présenté comme un individu peu fiable, un habitué des mensonges prêt à tout pour négocier des avantages judiciaires, tandis que les documents libyens sont balayés comme de simples fabrications grossières. Sarkozy se positionne alors en cible d'un complot politique et médiatique orchestré par ses opposants. En conclusion, avec une emphase calculée, il rappelle son passé de chef d'État, revendique avoir servi la France avec honneur et refuse que son nom soit entaché par ce qu'il considère comme des inventions. Selon lui, la vérité finit toujours par s'imposer, et en ce jour, elle serait enfin de son côté. Les applaudissements nourris qui suivent semblent un instant lui donner raison. Dans l'hémicycle, les applaudissements venus des rangs des Républicains résonnent encore, donnant l'impression que Sarkozy vient de reprendre l'avantage. Les observateurs politiques présents s'apprêtent déjà à commenter ce qu'ils perçoivent comme une possible réhabilitation médiatique de l'ancien chef de l'État. Mais cette lecture triomphante est brutalement interrompue lorsque Sébastien Lecornu, en sa qualité de Premier ministre et membre habilité de la commission, réclame la parole. La surprise est générale, même le président de séance hésite, déstabilisé par cette prise de parole inattendue du chef du gouvernement avant de lui céder la tribune. Instantanément, l'atmosphère change. Un silence lourd s'abat sur l'Assemblée. Lecornu se lève lentement, traverse l'hémicycle, sa serviette en cuir sombre à la main, puis s'installe face au pupitre. Il fixe Sarkozy sans détour, sans un mot, comme pour suspendre le temps, avant de lancer d'une voix froide et parfaitement maîtrisée. Il remercie ironiquement l'ancien président pour ce qu'il qualifie d'exercice remarquable de négation, avant d'ajouter que la vérité, celle qu'il invoque si souvent, va précisément être exposée ici et qu'elle est d'une gravité écrasante. La rupture est immédiate, le ton change, l'atmosphère se durcit. Sarkozy, surpris par cette entrée en matière, se redresse légèrement tandis que la salle retient son souffle. Lecornu ouvre alors sa serviette. Il demande comment peut-on affirmer n'avoir jamais reçu de fonds libyens. Puis il sort un document précis identifié, A-106/547, issu des archives secrètes récupérées par la DGSE dans les services de Kadhafi. Il s'agit, explique-t-il, d'un ordre de transfert signé par Bachir Saleh, autorisant le retrait de 5 millions d'euros en liquide depuis des comptes occultes destinés au financement de la campagne dite NS. Et il ajoute sans trembler ses initiales figurent noir sur blanc. Le choc est immédiat, presque physique. Les caméras zooment sur le visage de Sarkozy dont les traits se figent un instant. Lecornu poursuit imperturbable. Ceux qui contestent la version de Takieddine devront alors expliquer pourquoi les relevés bancaires libyens confirment 3 retraits massifs novembre 2006, janvier, et mars 2007, exactement aux dates évoquées.
Une coïncidence, dit-il avec une ironie glacée vraiment remarquable. Sarkozy tente bien de reprendre la main, esquissant une protestation. Il commence à dire au Premier ministre que ses pièces seraient discutables, mais sa phrase est immédiatement coupée nette. Le cornu ne lui laisse aucune ouverture et impose le silence désormais. C'est lui qui dicte le tempo et l'ancien président est sommé d'écouter. Puis il enfonce le clou avec méthode. Ce qui s'apprête à être révélé dépasse encore les documents précédents des enregistrements audio issus directement des services de renseignement libyens qui en 2007 captaient systématiquement les échanges de Ziad Taqiyuddin. Ces bandes ont été récupérées et restaurées. L'Assemblée est glacée lorsqu'il lance la diffusion sur le système sonore de l'hémicycle. La voix de Taqiyuddin retentit clairement en français satisfaction autour d'un premier versement discussion sur l'avancement du second paiement. Puis, une réponse en arabe, immédiatement traduite, valide l'accord et évoque la fidélité de la Libye à ses amis. L'effet est immédiat, choc total. Sarkozy blémite, la salle est figée. Mais le cornu ne s'arrête pas là. Il enchaîne sans laisser le moindre répit. Il interroge comment expliquer que Sarkozy nie toute rencontre avec Taqiyuddin pour ses opérations. Puis il projette une nouvelle pièce des images de vidéosurveillance de l'hôtel Raphaël. On y voit une arrivée discrète de l'ancien président le 4 mars 2007 à 22h30, suivie quelques minutes plus tard par celle de Taqiyuddin. Une présence prolongée de 47 minutes dans la suite 401. La question tombe sèche, que faisait-il là, sinon une simple soirée mondaine? Chaque élément est présenté comme un coup porté avec précision. Sarkozy tente de garder son calme, mais la tension le trahit. Dans l'hémicycle, les députés LR restent figés. Et le cornu poursuit, ciblant désormais Claude Guéant peu après l'arrivée au pouvoir. Un compte est ouvert aux Seychelles, alimenté par 500 000 € en espèces sans origine claire. Peut-on vraiment croire, conclut-il avec une ironie froide, que tout cela n'a aucun lien avec les fameuses valises libyennes? À peine la salle commence-t-elle à digérer la révélation concernant Guéant que l'hémicycle bascule dans une agitation incontrôlable. Les réactions se croisent, les voix montent, et le cornu laisse volontairement le tumulte s'éteindre avant de reprendre la main pour ce qui ressemble désormais à l'ultime charge. Le ton change encore d'un cran. Il évoque alors ce qu'il présente comme la question la plus grave de toute l'affaire en 2011, rappelle-t-il. Nicolas Sarkozy a validé l'intervention militaire en Libye, opération qui s'est conclue par la chute puis la mort de Kadhafi. Selon plusieurs témoins libyens exfiltrés par les services français, le dirigeant déchu aurait dans les derniers mois de son existence fait pression en menaçant de révéler publiquement les conditions de financement de la campagne présidentielle française si Paris persistait à soutenir l'insurrection. Quelques semaines plus tard, Kadhafi disparaissait dans des circonstances jamais totalement éclaircies. La question tombe alors lourde et directe, cette mort était-elle une conséquence de la guerre ou une décision destinée à faire taire un témoin devenu gênant? La phrase agit comme un détonateur, l'Assemblée explose littéralement dans le désordre. Sarkozy se redresse brusquement hors de lui, le visage tendu par la colère. Il proteste, parle de mise en scène, refuse l'absurde accusation, mais il n'a pas le temps d'aller au bout. Le cornu reprend immédiatement la parole, durcit encore le ton et enchaîne sans laisser d'espace, ce qui est véritablement scandaleux, dit-il. Ce n'est pas la question posée, mais l'idée qu'un chef d'État ait pu instrumentaliser la diplomatie française au service de ses intérêts politiques. Scandaleux encore d'avoir nié pendant 2 décennies. Scandaleux enfin de se tenir là aujourd'hui comme si rien ne s'était jamais passé. Puis vient le point final, celui qui fige l'histoire en temps réel. Le cornu s'adresse solennellement au parquet et demande l'ouverture immédiate de poursuites pour haute trahison, corruption aggravée et complicité dans un assassinat présumé. Il précise que l'immunité liée à son ancien statut ne saurait désormais faire obstacle à la justice. La vérité, affirme-t-il, s'impose enfin, mais certainement pas celle invoquée par l'ancien président. La réaction est instantanée, l'hémicycle s'embrase, Sarkozy quitte précipitamment la salle sous les huées d'une partie des députés, tandis que les caméras figent un visage fermé, presque brisé. Pour la première fois, celui qui dominait la parole publique semble se retrouver sans aucune réponse. Au lendemain de cette séquence explosive, la presse française s'emballe immédiatement. Les unes se succèdent, toutes plus frappantes les unes que les autres. Sarkozy s'effondre. Affaire libyenne, preuves accablantes. Les cornus enterrent l'héritage Sarkozy. Dans la foulée,
Le Monde met en ligne l'ensemble des documents dévoilés en commission. Mediapart décortique les enregistrements audio avec minutie, tandis que Libération publie de nouveaux témoignages issus de Libyennes exfiltrées. Très vite, la vague ne s'arrête pas, d'anciens proches de l'ex-président commencent à sortir du silence et le paysage politique se fissure. Au sein des Républicains, la fracture devient visible entre les fidèles qui défendent encore Sarkozy et ceux qui prennent leur distance. Dans ce climat sous tension, Claude Guéant est placé en garde à vue et même Thierry Herzog, figure centrale de la défense, se retrouve exposé à des poursuites pour entrave à la justice. Quelques mois plus tard, 3 exactement après la confrontation à l'Assemblée, les répercussions prennent une ampleur institutionnelle et internationale. Le parquet ouvre une information judiciaire pour haute trahison, un niveau de gravité rarement envisagé pour un ancien chef de l'État. Sarkozy lui est soumis à un contrôle judiciaire strict, interdiction de quitter le pays et obligation de présentation régulière aux autorités. Mais au-delà des mesures judiciaires, c'est surtout son héritage politique qui s'effondre définitivement. Celui qui rêvait d'entrer dans l'histoire comme un réformateur énergique se retrouve désormais associé à une toute autre image, celle d'un ancien président soupçonné d'avoir compromis la diplomatie française au profit d'un dictateur. Dans les analyses qui suivent, l'historien Patrick Weil résume la portée de l'événement en estimant que Lecornu aurait en réalité levé le voile sur l'un des scandales de corruption les plus importants de la Ve République. Selon lui, malgré 2 décennies d'accusations et de soupçons, Sarkozy avait toujours réussi à éviter une condamnation directe jusqu'à ce qu'un Premier ministre décide de rendre public des faits longtemps tus. Dans le même temps, Lecornu s'impose dans l'opinion comme la figure centrale de cette révélation, saluée par ceux qui attendaient depuis des années une clarification sur l'affaire libyenne. Son intervention du 22 janvier 2026 est désormais étudiée comme un cas d'école dans les universités de droit, symbole d'un mélange rare entre rigueur institutionnelle et courage politique. L'histoire, elle retiendra qu'en ce jour de janvier 2026, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, un homme de 39 ans a infligé une défaite politique et morale majeure à l'un des présidents les plus controversés de la Ve République et qu'à travers cette victoire du dévoilement sur le déni, une partie de la confiance dans les institutions françaises a été restaurée.